Bonjour, vous allez voir ou revoir un film assez rare, devenu assez rare, qui est Le Jour du Dauphin, Day of the Dolphin, d'un cinéaste qui est pourtant relativement connu de l'histoire du cinéma américain, qui s'appelle Mike Nichols. Alors c'est un film devenu rare pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est que c'est un film qui a été un échec assez important lors de sa sortie en 73. Et la deuxième raison, c'est un film que Mike Nichols lui-même n'aimait pas beaucoup, hein, dont il avait tendance un peu à dire du mal, lors d'une rétrospective à New York de ses films au début des années 2000, qu'il avait même décidé de mettre de côté avec un autre film qui s'appelle Wolf, film de 94 avec Jack Nicholson. Donc le Day of the Dolphin, c'est un peu le canard noir de la filmographie de Mike Nichols, et c'est très dommage. L'idée, si vous voulez, de ce film, c'est que c'est le 5e film de Mike Nichols. Mike Nichols, c'est quelqu'un, à ce moment-là, qui a plutôt une trajectoire fulgurante dans l'histoire du cinéma américain. Il a commencé au théâtre, il a formé un duo comique avec Ellen May, et puis 66, premier film, Qui a peur de Virginia Woolf, avec Richard Burton et Elizabeth Taylor. Le film est un succès, obtient un succès extrêmement important, et place d'un seul coup Mike Nichols sur le terrain des Wonder Boys d'Hollywood. Ça tombe bien, puisque le nouvel Hollywood va arriver en 67, et que Mike Nichols va réaliser l'un des films les plus emblématiques de ce début du nouvel Hollywood, en tout cas un de ces films qui vont lancer le mouvement, qui est évidemment le lauréat The Graduate en 1967. Donc coup d'éclat, nouveau coup d'éclat pour Mike Nichols. Ensuite, après le lauréat, il va réaliser un film qui s'appelle Catch 22. Alors Catch 22 est plutôt un échec pour lui, le premier échec de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est un film qui est une sorte de satire, parodie de la guerre, qui, selon Mike Nichols lui-même, a beaucoup pâti de la sortie peu avant du MASH de Robert Altman, qui, selon lui, avait bien mieux réussi à faire cette satire que lui-même lorsqu'il tourne Catch 22. Après Catch 22, il va tenter de se remettre en selle et revenir à ce qu'il sait faire, à savoir des rapports entre les hommes et les femmes, tout ça, ce travail sur la communication, la description parfois assez ironique, satirique, voire un peu distanciée de ses contemporains. Et il va réaliser Ce plaisir qu'on dit charnel avec Jack Nicholson, Art Garfunkel, Candice Bergen et Anne Margaret. Donc le film est une réussite, et juste après ça, c'est presque un moment d'inconnu, puisqu'il se retrouve en 73 à aller vers un genre de film qui a priori ne lui correspond pas du tout, un film qu'on pourrait appeler un thriller, un film de conspiration, un film d'aventure en même temps. Vous allez voir, un des intérêts du film, c'est une de ses forces, c'est aussi une de ses faiblesses, c'est la difficulté à le situer sur la carte des genres. Et soyez attentifs aux 10 premières minutes du film. Moi, ça m'a toujours amusé de montrer les 10 premières minutes du Jour du Dauphin à des gens, et de tenter de comprendre le type de film que cette introduction suppose. Et vous vous rendez compte que et c'est formidable, vous allez être relativement perdu. À quoi ai-je affaire? Est-ce que j'ai affaire à un film sur un scientifique qui nous raconte ses recherches sur le langage des dauphins, le personnage joué qui est derrière moi par George C. Scott, hein, ce professeur qui vit sur une petite île des Keys en Floride, et qui, au milieu d'un centre d'expérimentation, tente d'étudier les dauphins. On sent vraiment là le scientifique complètement à sa tâche. Est-ce qu'on a affaire à un film plutôt d'espionnage ou de conspiration? C'est la première apparition un peu étrange et muette au début du film de Paul Sorvino, que sont ces gens qui sont en train de faire des choses étranges à des dauphins. Donc le film, en fait, dès le départ, a un problème de positionnement. Tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement à quel genre il appartient. Le film est réalisé en 73. C'est pas du Mike Nichols n'est pas du tout le premier cinéaste à travailler sur ce film-là. Joseph Levin, avec lequel il avait un contrat pour 3 films, il devait, Mike Nichols, lui rendre un film, tourner enfin un film pour se débarrasser de ce contrat avec Joseph Levin, avec lequel il avait déjà travaillé 2 fois auparavant. Et puis finalement, Le Jour du Dauphin va lui être proposé après Roman Polanski, qui a dû, pour des raisons personnelles dramatiques, quitter la préparation du film. Après, même Franklin Schaffner, le réalisateur de Patton, qui à un moment a été pressenti pour travailler sur le film. Et c'est Polanski, c'est Mike Nichols qui finalement va récupérer Le Jour du Dauphin. Donc a priori, Le Jour du Dauphin est aux antipodes de ce que fait Mike Nichols jusque-là. Un cinéma plutôt, on pourrait dire plutôt urbain, centré sur les rapports humains, la difficulté des rapports entre les hommes et les femmes, l'évolution des mœurs dans la société. Vous avez tous vu, j'espère, en tout cas Le Lauréat ou Ce plaisir qu'on dit charnel.
Et pourtant, à bien y regarder avec son scénariste Buck Henry, Mike Nichols trouve sans doute une sorte de prolongement de cette matière, hein, qui l'intéressait tant dans ses films de la fin des années 60. De quoi parle Le Jour du Dauphin? Il parle en réalité et dans le fond d'un scientifique qui tente d'apprendre la langue des humains à des dauphins. Dans le roman d'origine, dont le film est tiré, hein, Un animal doué de raison de Robert Merle, les dauphins parlaient un anglais absolument parfait, arrivaient à conceptualiser, à se trouver même par moments à philosopher, ce que évidemment Buck Henry et Mike Nichols ne voulaient pas du tout. Donc on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, à base de phonèmes, d'onomatopées, hein, d'interjections extrêmement courtes, mais peu à peu, on voit ces dauphins, et notamment Fa, le principal d'entre eux, arriver à communiquer avec George C. Scott. On sent que c'est ça le cœur de ce qui a éventuellement pu intéresser Mike Nichols, après être passé par les rapports difficiles entre les humains eux-mêmes, entre les hommes et les femmes, entre des générations, comme dans le lauréat. Là, on a une sorte de prolongement sur les rapports difficiles, on pourrait dire, entre deux espèces qui seraient à la fois les hommes et les dauphins. Mais tout se passerait bien s'il n'y avait pas à côté de ça, et ça c'est le deuxième, on pourrait dire, sujet du film, c'est la deuxième couche scénaristique, s'il n'y avait pas à côté de ça une sorte de conspiration. Et c'est là que évidemment le film atteint ses limites, puisqu'il tente de marier d'un côté une sorte de film poétique extrêmement beau, me semble-t-il, sur les rapports notamment entre George C. Scott et ses dauphins, qui vit dans cette espèce de petite ville un peu paradisiaque, cette espèce d'Éden dans une petite bulle, comme si on pouvait retrouver une forme d'innocence entre les hommes et les animaux. Et puis évidemment les intérêts économiques, politiques, capitalistiques qui vont tenter de s'emparer de cette technologie-là pour la détourner et en faire autre chose. Lorsque le film sort, c'est évidemment un échec, mais surtout si ça vous intéresse, allez faire vos petites recherches sur Internet, vous vous rendez compte que l'affiche du film, à l'époque, dévoile un élément important du scénario qui, dans le film, n'est dévoilé qu'à peu près au bout d'une heure. Ce qui fait que la plupart des spectateurs attendaient, laissaient patienter en fait le film pendant la première heure, s'intéressant relativement peu à sa dimension, on pourrait dire poétique, presque ethnographique, documentaire, en attendant le moment du retournement lié à la question du thriller. Or, on sent qu'évidemment, c'est pas quelque chose qui a beaucoup intéressé Mike Nichols et que toute la partie liée à la conspiration est quelque chose qui apparaît greffé de façon un peu artificielle jusqu'à la toute fin du film qui, à mon avis, reconnecte avec le début et pour le coup qui raconte le vrai sujet qui pouvait intéresser Mike Nichols et Buck Henry. Alors, c'est George C. Scott qui joue le rôle du personnage principal. Le film lui doit beaucoup. George C. Scott est à un moment presque d'acmé, hein, de sa carrière, puisqu'il a évidemment tourné dans Patton, pour lequel il a eu l'Oscar. Il vient de tourner 2 films avec Richard Fleischer, Les Complices de la dernière chance, où il va rencontrer d'ailleurs sa femme, qui deviendra l'actrice que vous avez dans ce film, Trish Van Devere, qui joue dans le film le rôle de sa propre femme. Et puis The New Centurion, un des chefs-d'œuvre de Richard Fleischer, en 1972. Donc George C. Scott est à l'époque un des grands acteurs du cinéma américain, qui est capable à la fois d'incarner une forme de force physique, de violence comme ça irruptive, et d'être en même temps totalement crédible dans l'idée d'un scientifique qui pense, qui réfléchit, qui manie des concepts, etc. Vous allez le voir, dès le premier plan du film, George C. Scott nous parle droit dans les yeux, regard caméra, c'est quelque chose d'assez rare, face à un écran noir, et il s'adresse autant à l'assemblée de femmes que vous allez découvrir, hein, tous ces gens qu'il est obligé de draguer pour avoir quelques subventions, pour pouvoir financer ses recherches. Il s'adresse autant à cette assemblée de femmes qu'à nous les spectateurs, et son premier mot c'est imaginer, hein, et étendez votre perception. Autrement dit, ce que nous dit presque Mike Nichols avec le début de ce film, c'est que ne vous attendez pas à un genre que vous connaissez déjà, qui à l'époque dans le cinéma américain des années 70 commence à faire florès. C'est le moment de la conspiration, ce sont les années Watergate, c'est évidemment la suite des différents assassinats politiques, une espèce de doute systématique commence à s'emparer de l'opinion à l'égard des institutions et du gouvernement. Bientôt vont sortir Les 3 jours du Condor, Marathon Man, Parallax View, Cloud d'Alan Pakula. On est dans le moment conspirationniste, si vous voulez, du cinéma américain. Et évidemment, à tort, on a voulu rattacher Le Jour du Dauphin à cette veine. Ce qu'il est en surface, mais ce qu'en réalité, il n'est pas du tout. Donc j'espère que vous allez découvrir ce film, essayer de n'avoir aucun préjugé, de rentrer dans le film tel que Mike Nichols le propose et tel que George C. Scott vous propose de le faire au départ. Imaginez, tout simplement. Laissez ouvertes, en fait, les portes de l'interprétation. Et à mon avis, vous allez découvrir
découvrir un très, très beau film. Donc Le Jour du dauphin, Mike Nikos, 1973.